Bonjour à tout le monde, je m'appelle Adrien Moncoudiol, je fais partie des fondateurs de Moza. Qui connaît Moza ici? Pas que c'était, ok, 2, 3. En gros, c'est une agence, on est deux, à aider des applications mobiles à améliorer leurs produits et leur stratégie growth pour croître plus rapidement sans investir dans du marketing. Donc en gros, on se présente comme complémentaire à des agences qui vont vous aider à mettre en place des campagnes d'advertising sur Facebook, Twitter, etc. Nous, on est vraiment focus sur le produit, comment créer un produit engageant qui va générer de la viralité, de la rétention et qui va vous permettre de faire croître votre base utilisateur. Alors, je suis curieux de vous savoir ici combien ont une application mobile. Ok, la grande majorité. Combien ont lancé leur appli? Ok. Combien ont plus de 50 000 downloads? Ok. C'est encore le début du coup pour la plupart d'entre vous. Trop cool. Petit mot sur Moza, notre duo. En gros, comme je vous ai dit, nous, c'est ce qu'on appelle ça du growth by design. On aide les applications à améliorer leurs produits pour croître plus rapidement. On a bossé pour des startups comme Itch, comme Star of Service, comme Molotov, PayPal, aussi quelques boîtes aux États-Unis. C'est une boîte qu'on a créée quand on était à San Francisco avec Maxime. Et de plus en plus, on bosse pour des startups early stage en France. On intervient dans différents accélérateurs, The Family, Numa, Google Launchpad et Station F pour la première fois. Merci encore, Émilie. Alors aujourd'hui, on va parler du coup d'acquisition organique. Ça, c'est un cas d'école. Qui sait de quelle application il s'agit? TBH, ouais. TBH, c'est une appli qui s'est lancée l'été 2016. En 3 mois, ils ont acquis 5 millions d'utilisateurs et ils ont été rachetés 100 millions de dollars par Facebook. Cette application, en quelques mots, elle permet à des teenagers de se complimenter de manière originale et super simple toute la journée. Donc ça va vachement dans le côté vibe positive que Facebook cherche un peu à apporter dans son produit, et aussi c'est un produit qui a énormément bien fonctionné chez les teenagers. Je l'utilise en cas d'introduction pour vous montrer comment l'acquisition organique peut vraiment booster votre croissance. Voilà en gros ce qui s'est passé pendant les 3 mois. Ils se sont lancés le 3 août. Le 2 août, ils étaient déjà lancés dans une école. Dans cette école-là, au bout d'une journée, ils avaient 40% des étudiants qui étaient déjà sur l'application. Quelques jours plus tard, trending sur l'App Store. Ils croient hyper rapidement, ils lancent de nouvelles features et ils sont premiers du classement un peu plus d'1 mois plus tard. Et 1 mois après, ils se font racheter par Facebook. En fait, la clé du succès de TBH, c'est leur flow d'invitation. C'est-à-dire que c'est le flow entre l'écran où des utilisateurs voient la liste des contacts qu'ils ont sur leur carnet d'adresse pour les inviter, jusqu'au moment où la personne invitée télécharge l'application. Et c'est en nailant très très bien ce flow-là qu'ils ont pu avoir une courbe de croissance exponentielle. Le key factor, c'est le facteur de viralité. Alors, quand on me demande comment on fait pour calculer le key factor, il y a plein de manières différentes qui sont assez justement révélatrices de l'impact qu'on peut avoir et de comment on peut s'amuser à jouer sur ce coefficient de viralité en modifiant différentes parties du produit. La première formule, c'est la plus simple, c'est le nombre d'invitations qui sont envoyées par un utilisateur à des amis, multiplié par le taux de conversion de ces invitations. La deuxième manière de le calculer, c'est en complexifiant un petit peu la formule. Déjà, on va regarder parmi les utilisateurs combien vont inviter. Et ensuite, combien d'invitations fonctionnent, etc. Et après, on peut même complexifier en mesurant plus précisément parmi ces invitations-là, combien sont vues, combien sont cliquées, et ensuite combien génèrent un téléchargement. En gros, l'idée, c'est que ce viral loop, ce flow d'invitation, il a plein d'étapes différentes. Entre le moment où un utilisateur arrive sur l'écran d'invitation et le moment où un utilisateur invité va télécharger l'application, il va se passer énormément de petits événements, plein de découvertes, plein d'écrans, plein d'étapes. Et c'est en optimisant ces étapes-là qu'en fait, vous allez pouvoir avoir un viral loop qui fonctionne bien. Et en fait, c'est un compounding effect. Ça veut dire qu'en améliorant le taux de conversion à 5% ici, 5% là, puis 5% là, on arrive à des chiffres beaucoup plus importants au final. Donc voilà en gros les taux le nombre de personnes qui vont être touchées par l'invitation, le nombre de personnes qui vont y répondre, le nombre de personnes qui vont cliquer sur cette invitation-là et le nombre de personnes qui vont ensuite partager. Et en fait, du coup, ça fait un loop constant entre un nouvel utilisateur et des utilisateurs invités. Et l'idée dans votre application, si vous voulez croître de manière organique
c'est-à-dire sans dépenser du marketing. L'idée, c'est d'avoir un loop qui fait que chaque utilisateur va partager des contenus, partager des invitations. Ces invitations-là vont être vues, vont être cliquées et vont générer un download par la suite. Donc ça, c'est le sujet du talk d'aujourd'hui. C'est comment est-ce qu'on met en place un loop comme ça. Donc l'exemple de TBH. Ça, c'est l'écran d'invitation des amis. Alors comment cet écran il est structuré? Ça, c'est assez intéressant. Tout d'abord, on va avoir les amis d'amis qui sont mis en avant d'abord. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont déjà des gens sur l'application. C'est-à-dire que, par exemple, Albert Ma a deux amis mutuels avec vous qui sont sur TBH. Donc cette personne-là, elle est plus susceptible de vouloir télécharger l'application le moment où vous allez l'inviter. Ensuite, on va mettre les personnes du carnet d'adresse de l'utilisateur qui sont dans la même école que lui. Donc en gros, là encore, on peut se douter que le taux de conversion sera plus important. Et ensuite, on va mettre les utilisateurs restants, sachant que le nombre d'invitations est limité. Donc là, l'idée, c'est de faire jouer la scarcity, la rareté. Je ne sais pas si vous voyez ici, il y a écrit Invitations Left, 28 sur 30. Donc, en gros, on donne un sentiment de rareté à l'invitation. En gros, en tant qu'utilisateur, si vous voulez inviter autant d'amis que vous voulez, ce n'est pas possible. Vous pouvez inviter jusqu'à 30 amis, ce qui du coup va donner une forme de valeur à cette invitation-là, en créant une rareté à ce niveau-là. Ensuite, le message qui est envoyé à la personne invitée va être assez classique, sauf un petit détail à la fin, reply nah to block. En gros, ils auraient pu mettre reply no ou stop, mais ça, c'est le genre de petite touche au niveau du wording qui montre tout de suite qu'on n'a pas affaire à un produit classique, on a affaire à un produit pour les teenagers, un produit sympa auquel les gens vont pouvoir un peu se relier. Ensuite, si l'utilisateur invité clique sur ce lien, il arrive sur cet écran-là Safari. En haut, on a une bannière qui indique le nombre d'amis que j'ai qui sont déjà sur l'application. Donc là, je vois que j'en ai 7, dont Kevin N. Ça me donne envie de la télécharger. Ensuite, cet écran-là, il est d'autant plus personnalisé qu'on a le logo de l'école dans laquelle je suis et un rappel que c'est Kevin N de mon école qui m'a invité sur TBH. Donc en gros, vous voyez qu'on cherche à vraiment créer une expérience complète dans le wording et dans les écrans qui sont personnalisés à chaque fois pour l'utilisateur. Techniquement, c'est pas compliqué à faire parce qu'on a déjà toutes ces infos-là. Okay, on sait que Kevin est dans telle école, donc on peut mettre le logo de l'école. On sait que Kevin, en gros, en mutualisant les carnets d'adresse des différents étudiants d'une école, on est capable de créer un réseau et de comprendre que tel utilisateur-là est présent dans 7 carnets d'adresse d'utilisateurs qui ont l'application. D'où la possibilité de mettre cette bannière en haut. Est-ce que c'est clair? Ami, c'est Facebook? Ami, non, c'est les contacts du carnet d'adresse. En gros, si tous les deux, on a l'application et que, je sais pas comment tu t'appelles, Antoine, on l'a sur notre carnet d'adresse. Même si Antoine n'a pas l'application, nous, l'application sait que Antoine, c'est notre pote, vu qu'on l'a dans notre carnet d'adresse. Du coup, par le numéro de téléphone. Du coup, quand Antoine est invité, il arrive sur cet écran-là et il voit que nous deux, on est déjà sur l'appli. Donc quand tu télécharges l'appli, on te demande d'accéder à ton adresse. Absolument, absolument. Tu peux le refuser. Je ne sais pas si tu peux le refuser, mais je ne pense pas en fait, parce qu'en fait, c'est là-dessus que se base tout leur réseau social. Ils sont obligés de demander la permission. Oui, ils demandent la permission. Ouais. Tu peux refuser. Tu peux refuser, mais je pense qu'ils peuvent. T'as pas accès à l'appli. Ouais, voilà, ils peuvent bloquer l'accès à l'appli. Je sais pas, j'ai pas regardé le détail, mais en général, les teenagers sur ce genre de choses, si c'est bien expliqué, ils refusent pas. Ça, pour le coup, le carnet d'adresse, ça fait beaucoup moins peur qu'un Facebook Connect ou ce genre de choses. Donc voilà, en gros, ça c'est le loop qui a fait que TBH a pu acquérir beaucoup d'utilisateurs très rapidement. Et là, l'idée de cette presse, c'est de vous montrer d'autres exemples, surtout au niveau du partage. C'est-à-dire, c'est quoi les éléments qu'on peut partager, comment on incite les utilisateurs à diffuser notre application et les contenus de l'application à l'extérieur. 3 parties principales, les flows d'invitation bien sûr, ensuite les contenus viraux qui sont générés sur l'application que les utilisateurs vont partager à l'extérieur, et après ce qu'on appelle l'experience discovery. L'idée c'est qu'en fait comment on fait en sorte que les utilisateurs découvrent à quoi ressemble l'expérience de l'application sans savoir la télécharger pour les motiver et leur donner envie de l'essayer. Pour les flows d'invitation, comment est-ce qu'on fait pour augmenter le taux de conversion? Comment est-ce qu'on incite plus de gens à inviter plus d'amis? Évidemment, il y a les rewards, donc ça c'est classique, ça c'est le flow des rewards avec Uber que vous connaissez tous. Il y a la gamification,
Ça, c'est ce que Waze a très bien mis en place sur son application, qui est complètement gamifiée de A à Z. En fait, sur Waze, plus on fait d'actions en faveur de l'application, plus on s'engage sur le produit, plus on gagne de points qui ensuite nous donnent accès à des fonctionnalités spéciales. Et évidemment, la première fois qu'on a un ami qui rejoint Waze, on gagne 200 points, ce qui nous booste là-dedans. Et du coup, voilà, c'est une incitation gamifiée, quoi. Ça, c'est un flow assez intéressant développé par Sounds, qui est une app française qui doit avoir quasiment 10 millions d'utilisateurs maintenant. En gros, Sounds, c'est une application qui permet de partager des extraits de musique sur les réseaux sociaux et qui a d'ailleurs aujourd'hui créé son réseau social interne. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ont ce watermark Made with Sounds app sur l'image. Et si vous voulez l'enlever, ce watermark, il faut inviter des amis sur l'application. Et ça fonctionne extrêmement bien. La deuxième manière d'inciter les utilisateurs à inviter plus de gens, c'est de créer de la rareté. Paradoxalement, moins on donne accès à quelque chose, plus les gens vont en avoir envie. Et ça, c'est quelque chose qu'avait très bien compris Mailbox, qui est une application d'emailing lancée en 2013 ou 2014. C'était un peu comme, c'était un peu la révolution, c'est la première appli email qui a vraiment impressionné par son design. Ils avaient fait cette vidéo, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était une femme dans les prés qui regardait ses emails et en 2-3 mouvements, elle gérait son inbox et c'était assez magique. Cette vidéo a pas mal buzzé. Et du coup, au lancement, il y avait énormément d'attentes. Ce qu'ils ont fait, c'est de créer une file d'attente. Ça veut dire que quand les gens téléchargeaient l'application, ils n'avaient pas directement accès au produit, ils entraient dans une file d'attente. Et du coup, on voyait le nombre de personnes qui étaient devant soi, ainsi que le nombre de personnes derrière soi. Ce qu'ils ont dit, les fondateurs, c'est qu'on a voulu éviter les bugs parce qu'on avait peur d'une surcharge étant donné l'attente générée par l'application. En réalité, ce système, il a extrêmement favorisé le buzz parce que du coup, tout le monde en parlait, tout le monde postait les screenshots de son rang dans la file d'attente. Et en fait, bon, ça c'est ce qu'on appelle le bandwagon effect. C'est exactement ce que font les boîtes de nuit n'importe où dans le monde. On va exprès laisser une queue à l'extérieur du bâtiment pour générer de l'intérêt, etc. Et du coup, c'est assez original de voir qu'il y a une application qui l'a fait carrément à l'intérieur de son appli. Donc, ils ont eu 1 million d'users en 6 semaines et ils ont été rachetés par Dropbox quelques mois plus tard. C'est aussi une technique qui a utilisé Inbox plus récemment. Donc, Inbox, la nouvelle application de Gmail pour gérer ses emails. Eux, c'était un système d'invitation, donc c'est un peu différent, où là, en fait, fallait recevoir une invitation d'une personne qui avait déjà Inbox pour pouvoir accéder au produit. Et du coup, sur Twitter, tout le monde demandait des invitations. Les gens se vantaient d'en avoir et en proposaient à leurs amis. Enfin, bref, du coup, en fait, on a fait parler de l'application en créant une rareté, sachant que Google, ils avaient totalement la possibilité de gérer des millions de downloads immédiatement, quoi. Et alors, d'autres idées pour booster les taux d'invitation. C'est un lieu où il faut être créatif parce que constamment, en fait, on s'adresse à des publics nouveaux qui ont des nouveaux usages. Et je vais vous donner un exemple de quelque chose qui avait été assez étonnant à l'époque. Rooms, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette application, ça fait partie des nombreuses expériences lancées par Facebook pour mieux comprendre le mobile, mieux comprendre comment les teenagers utilisent les réseaux sociaux. Et du coup, c'était une sorte de Facebook, de groupe très coloré, très teen. Et en fait, pour inviter quelqu'un dans une room, dans un groupe sur l'application, il fallait passer par un QR code. Donc très étonnant, quoi. En gros, c'était ça, on ne pouvait pas inviter avec un lien, il fallait partager l'image et ensuite la personne qui voulait télécharger Room et rejoindre la room en question devait uploader l'image dans Room et du coup c'était bon, quoi. Quand on se dit c'était étonnant, énormément de friction, pourquoi ils ont fait ça? Est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi un QR code? Pour sécuriser? Pour sécuriser, non. Pour favoriser les échanges. Ouais, mais pourquoi? Toi, tu sais, mais tu as déjà vu la presse, non? Ok. Dis-moi. Je sais pas si tu sais, mais Vas-y. pour pas qu'il y ait de vieux. Faut pas qu'il y ait de vieux. Alors, t'es pas loin. C'est ça. T'es pas loin. Et pourquoi faut pas qu'il y ait de vieux? C'est un peu les jeunes, vu que les vieux, je sais pas, ils sont moins technophiles. Ouais. Ça... Pardon? Pour filtrer, pour avoir Pour filtrer. entre jeunes et geeks. Ouais, mais pourquoi est-ce que les jeunes, ils préfèrent les QR codes par rapport aux vieux? Parce qu'ils ont des téléphones, ouais, mais... Montrer le QR code, sinon il n'y a pas une histoire comme ça. On met un QR code, tu le reçois, tu le montres et du coup tous tes potes te reçoivent parce qu'il y a des trucs. Ouais, c'est aussi une possibilité. Alors en gros, la réponse donnée par le mec de Facebook qui a fait ça,
c'est qu'en fait, aujourd'hui, les teenagers, ils utilisent quoi? Ils utilisent Snapchat et Instagram. Hein. Voilà, et en fait, Snapchat et Instagram, on ne peut pas mettre de lien d'invitation, c'est hyper galère en fait. Alors qu'une image, ça se partage en 2 secondes. Et donc, en gros, c'est devenu leur feature clé, c'est-à-dire que enfin, ça a été le gros succès de Rooms, même s'ils ont fermé l'application plus tard, c'était leur gros succès, cette fonctionnalité, parce qu'en fait, tous les teenagers partageaient leur QR code de leur groupe privé sur Instagram et sur Snapchat. S'ils avaient dû partager un lien, ça aurait été beaucoup plus galère et ça aurait moins bien marché. C'est marrant parce que quelques semaines plus tard, qui c'est qui a utilisé les QR codes? C'est Snapchat. Et ça, c'est devenu une marque de fabrique énorme parce que du coup, on les trouve, les QR codes Snapchat, on les retrouvait partout sur les profils pictures, Twitter. Enfin, en gros, ça a vachement bien marché et c'est ce qu'ils utilisent encore aujourd'hui. Donc voilà, en gros, l'idée, c'est essayer d'être créatif, de comprendre. Ça, c'est vraiment poussé et c'est vachement intéressant. Mais de comprendre comment est-ce que la cible fonctionne, quels sont ses usages, aussi filtrer. Et effectivement, genre, la communauté de départ de votre application, elle va être déterminante pour la suite. Si vous voulez croître de manière organique, en fait, votre premier million d'utilisateurs, il va être à l'image des 1000 premiers. Donc, comment est-ce que vous voulez que ces 1000 premiers soient? Comment est-ce que vous les trouvez? Comment est-ce que vous voulez qu'eux se passent le mot entre eux, etc. Et du coup super intéressant comme expérience. Au-delà des flots d'invitation, il y a le contenu viral. Concrètement, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte pour que le contenu généré sur mon application soit partagé sur d'autres réseaux sociaux. Ça, c'est Dubsmash, que vous connaissez peut-être, qui en gros permettait de se filmer avec un audio d'une chanson et du coup tout le monde partageait sa tête en train de chanter n'importe quelle chanson sur Instagram avec le petit watermark dubsmash.com qui a vachement bien fonctionné, quoi. Alors là, c'est une étude de cas assez intéressante de Top9. Top9, c'est une application qui buzz à chaque fois en fin d'année parce qu'elle permet de rassembler sur une seule image les 9 images Instagram de l'année qui ont le plus buzzé pour son propre Instagram. Donc en gros, là c'est l'image de mes 9 photos de l'année qui ont le plus buzzé que je peux partager un peu comme un résumé de l'année sur mon compte Instagram. Ça cartonne vraiment beaucoup à chaque fois en fin d'année, notamment grâce à deux petits détails. Le premier, c'est qu'on a en bas à gauche le nombre total de likes sur ces photos. Donc en gros, comme c'est les 9 photos qui ont le plus de likes, en général, c'est un gros chiffre. Et bon, vous savez à quel point l'ego, notamment pour les jeunes, c'est quelque chose d'important à ce niveau-là. Donc ça peut sembler être un petit détail, mais en fait, ça joue vachement. Et ensuite, évidemment, le watermark en bas, qui est essentiel pour la viralité. Ça veut dire que si Top9 faisait ça sans mettre leur nom Top9 en gras en bas, en fait, les gens auraient beaucoup plus de mal à trouver l'application et en fait, ce serait un flop. Quand vous lancez une stratégie comme ça, le meilleur moyen, c'est de partir avec des influenceurs. C'est-à-dire que payer quelques influenceurs Instagram ou Snapchat quelques milliers d'euros, pas plus, pour en fait kickstarter le buzz, ça vous permettra en fait, d'aller beaucoup plus vite parce que rapidement, en fait, votre produit va être exposé à pas mal de monde et du coup le flow de viralité va s'enclencher comme ça. En fait, Top9 disait qu'ils avaient dépensé 1 700 $ dans des campagnes Instagram à la fin de 2016, il y a un an. En gros, je vais vous montrer à quoi ça ressemblait. Donc ça, c'est les influenceurs qui partageaient les images qu'ils avaient payées. Le premier jour, on a eu 6400 downloads de l'application, ce qui est bien, mais pas non plus énorme. Ensuite, c'est intéressant parce que c'est retombé. C'est-à-dire qu'en fait, le premier pic venait du fait que tous les influenceurs le même jour avaient partagé. Ça a un peu retombé le deuxième jour parce qu'en fait, le temps que les followers de ces influenceurs-là voient le produit, il y a un temps qui se passe et du coup, en fait, la machine n'est pas encore enclenchée. Le troisième jour, ça commence à prendre. Donc 11 000 downloads le troisième jour. Quatrième jour, 40 000. Et ensuite, là, c'est un cercle vertueux. L'application commence à monter du coup, dans le classement. Les gens la recherchent de plus en plus sur le store après avoir vu le watermark sur Instagram. Ça, c'est un truc super important. Aujourd'hui, tous les apps sociales qui fonctionnent, elles vous diront la recherche, c'est super important. En gros, il vaut mieux que les gens identifient bien le nom de votre application, puis le recherchent sur le store pour qu'elle apparaisse dans les recherches trending, plutôt que de leur donner directement un lien et qu'ils la téléchargent. Okay, c'est-à-dire qu'il faut faire chercher l'application aux gens. Et ensuite, naturellement, des influenceurs ont découvert l'application et les influenceurs, en fait, leur ego et le buzz sur Instagram, évidemment, c'est les trucs qui les intéressent. Et du coup, ils ont eux-mêmes partagé l'application et en fait, du coup, le truc était parti. 300 000 downloads le 5e jour.
Et du coup, bon, énorme succès, et c'est un truc qu'ils font chaque année maintenant, et ça fonctionne bien chaque fois. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il vaut mieux que les gens le cherchent sur l'App Store plutôt que directement par un lien? Parce que... En termes d'image de marque, en termes de... Non, en fait, c'est pour être trending dans la search. C'est-à-dire qu'il faut que l'idée, c'est que le nom de ton application apparaisse ici. Ok. Parce que naturellement, en fait, les teens, aujourd'hui, ils vont sur le store, ils vont dans les trends, et ils regardent, ah, ok, qu'est-ce qui m'intéresse? Ok, je vais regarder ça. Ok, d'accord. Alors ça, c'est bien quand on a une application qui rassemble les photos pour ensuite les partager sur d'autres réseaux sociaux. C'est pas le cas de tous les applis, évidemment. Du coup, je vais montrer quelques idées marrantes qu'on utilisait des applications un peu différentes qui, à la base, sont pas censées être diffusées partout, mais elles ont trouvé des astuces, en fait, pour le faire. La première, c'est House Party. Je ne sais pas si vous connaissez cette application. Ils ont vraiment bien marché il y a à peu près 6 mois, 1 an. Ils avaient 2 ou 3 millions de daily active users. Eux, en gros, ce qu'ils faisaient, c'est qu'à chaque fois qu'un screenshot était pris sur l'application, pardon, House Party, en gros, c'est une application qui permet de faire des FaceTime à plusieurs, jusqu'à 8 personnes. Donc, et c'est assez marrant, c'est assez bien fichu, c'est beaucoup plus marrant que FaceTime. Du coup, ça a vraiment bien buzzé auprès des jeunes. Et en fait, du coup, on arrivait à des moments où il y avait 2 personnes qui se parlaient, parfois 8. Du coup, les gens prenaient un screenshot parce que ça crée des images assez drôles. Et à chaque fois qu'un screenshot est pris, il y avait ce bouton qui apparaissait, Share des screenshots. Et ensuite, du coup, naturellement, les teenagers le partageaient sur les réseaux sociaux avec le watermark House Party qui était en bas. Donc voilà, en gros, c'est comment est-ce qu'on va bénéficier d'un usage existant, c'est-à-dire que les gens screenshot parce qu'ils aiment bien ce qu'ils voient. Comment est-ce qu'on utilise ça pour faire en sorte qu'il y ait de la viralité à partir de mon application. Zenly avait fait la même chose, ça veut dire qu'en gros, il s'était rendu compte, en parlant aux users, avec des questionnaires, en analysant comment les gens utilisaient l'application, il s'était rendu compte que plein de gens screenshotaient la position, soit leur position, soit la position d'un ami sur la map, et pour ensuite le partager sur WhatsApp ou sur d'autres réseaux sociaux pour indiquer la géolocalisation d'une personne. Du coup, ce qu'ils ont fait ensuite, c'est qu'ils ont pareil intégré un module qui fait qu'à chaque fois qu'un screenshot est pris, il y avait le watermark qui s'intégrait à l'image, Made with Zenly App, et la possibilité de partager le screenshot immédiatement. En gros, la différence avec le fait qu'un partage instantané ait lieu, c'est que là, il y a le watermark Zenly. Donc en fait, les gens disent « Ah, mais c'est quoi cette app? C'est marrant, c'est rose, c'est bleu, ça m'intéresse, je vais aller regarder à quoi ça ressemble. » Et du coup, la troisième partie, qui est à mon avis la plus intéressante et la plus originale, c'est comment est-ce qu'on fait découvrir l'expérience de son application à des personnes qui ne l'ont pas encore. Quand on a une appli, il n'y a rien de mieux pour convaincre quelqu'un de la télécharger que de montrer la valeur qu'elle a en vrai, quoi. Ça veut dire que Uber, Yelp et Venmo, donc Venmo c'est l'équivalent de Lydia américain, ça c'est 3 applis qui ont extrêmement bien marché en physique. C'est-à-dire qu'en fait, Uber, comment ils ont explosé au début, c'est que les gens sortaient du resto, il y a une personne qui sortait son iPhone, qui commandait un Uber, et toutes les personnes autour de lui étaient là, mais comment t'as fait ça, quoi. Yelp, c'est la même chose, c'est-à-dire que Yelp, le cas d'usage, c'est concrètement, je suis dans la rue, où est-ce qu'on va déjeuner? Ah bah attends, j'ai une appli qui m'indique les meilleurs restos autour. Et Lydia ou Venmo, c'est pareil. En gros, c'est le genre d'application dont on va parler à ses amis et qui vont pouvoir voir en fait directement sur notre téléphone. Ils vont voir la simplicité de l'utilisation et du coup, ils vont avoir envie de la télécharger. Ça, c'est du coup la découverte d'expérience physique. Et il y a des applications qui ont réussi à reproduire ça en ligne. Du coup, ce qui a encore un impact plus fort sur la viralité. Blab, qui est une application qui avait vachement bien marché aux États-Unis en 2013-2014, ça permettait d'envoyer des vidéos marrantes de soi-même avec des filtres à des amis. Comment on faisait? C'est que sur l'application, il y avait des visages de ses amis, ainsi que des visages de contacts qui n'étaient pas encore sur l'application. Et en fait, en laissant appuyer sur le visage, ça enregistrait une vidéo, et ensuite, en lâchant, ça créait la vidéo qu'on pouvait partager à n'importe qui. En fait. Et non seulement des amis qui étaient sur l'application qui du coup recevaient une notification en mode « Adrien, vous envoyez une vidéo », mais aussi des amis qui n'avaient pas l'application et qui du coup recevaient un texto « Adrien vous a invité à regarder une vidéo sur Blab ». Et en fait, les gens cliquaient, ils arrivaient sur une page web où il y avait la vidéo avec un bouton en dessous « Télécharger Blab » pour répondre à Adrien ou pour voir d'autres vidéos, quoi. En gros, ce qui est intéressant là, c'est que contrairement aux applications traditionnelles qui auraient montré dans les contacts juste les personnes qui ont déjà l'application, ils ont montré tout le monde. En fait, moi, même si aucun pote avait l'application, je pouvais envoyer des vidéos marrantes à n'importe quel pote, ce que je faisais, ce que tout le monde faisait. Et ces potes-là recevaient des textos, et quand tu reçois un texto en te disant qu'il y a une vidéo envoyée par Adrien assez sympa, bah, de manière générale, tu vas avoir envie de la regarder, tu ouvres le lien, tu la vois, et il y a un fort taux de conversion entre le moment où tu vois la vidéo et le moment où tu vas télécharger parce que ça a la fun, quoi.
Ouais. Techniquement, pour ça, il faut juste demander le carnet d'adresse. Ouais, il faut juste demander le carnet d'adresse. En gros, il faut juste avoir le numéro de téléphone du contact. Et après, dans l'app, ils arrivent à afficher tout le carnet d'adresse que tu peux envoyer à tout le monde. Ouais, en gros, quand un utilisateur te donne accès au carnet d'adresse, tu as tous les numéros de ses contacts. Et donc, en fait, sur Blab, tu avais un icône par contact. Donc, en haut, tu avais les personnes qui avaient déjà l'application, évidemment. Mais plus bas, tu avais tous les autres. Et en fait, du coup, en tant qu'utilisateur, tu ne voyais même pas la différence, en fait, qui a l'appli ou pas. En fait, je m'en fous, genre, je peux envoyer des vidéos à tout le monde. Tant que le SMS que tu reçois, c'est pas Blab vous envoie une vidéo, mais c'est Adrien, votre ami Adrien vient de vous envoyer cette vidéo, tu vois, ça change tout. Genre, en fait, Ça, t'en es convaincu? Ah, j'en suis convaincu, ouais. En fait, tout est une question d'expérience, de wording, de visuel, de la manière dont tu l'exprimes. Tinder avait aussi développé cette expérience qui était assez intéressante autour du matchmaker. Donc, en gros, on voyait sur Tinder la liste de ses amis et on pouvait soi-même créer des matchs, même si les gens n'avaient pas l'appli. Et donc, en fait, du coup, tu recevais un texto de la part de Tinder. Adrien vous a matché avec Caroline. Télécharger Tinder pour la rencontrer. Enfin, donc, c'est excellent, quoi. Donc, en fait, on fournit l'expérience de Tinder en dehors de Tinder. C'est une incentive énorme pour télécharger le produit. Et le dernier exemple, c'est Meerkat. Meerkat, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Pareil, ils avaient extrêmement bien fonctionné il y a quelques années. Malheureusement, Periscope s'est lancé ensuite, soutenu par Twitter, et du coup, ça a fini par tuer Meerkat. C'est la même équipe qui a fait House Party d'ailleurs. Eux, voilà, cette semaine, ils ont 700 000 active users. C'est une application de live stream, en fait, tout bêtement. C'était au tout début du live stream. La particularité de Meerkat, c'est que tout était synchronisé avec Twitter. Ça veut dire que quand tu téléchargeais Meerkat pour s'inscrire, il fallait s'inscrire avec Twitter. Quand on commençait un stream, c'était automatiquement posté sur le feed Twitter. Du coup, tous les followers pouvaient accéder à ce stream-là sans télécharger l'application, pouvaient commenter. Et quand un commentaire avait eu lieu, ça partageait le commentaire sur le feed Twitter de la personne qui avait commenté. Toute l'expérience était intégrée à Twitter, sans pour autant, en gros, sans pour autant la rendre moins bonne, quoi. Donc en fait, ils ont vraiment, c'est la technique du piggybacking, ils ont vraiment grandi sur le dos de Twitter, parce que en fait, n'importe quelle personne qui utilisait Meerkat en informait toute sa communauté de followers. Ils avaient fait du coup des règles assez cool sur l'utilisation de Meerkat, que je vais expliquer rapidement. La première, c'est chaque chose qui se passe sur Meerkat se passe également sur Twitter. Je vous en ai parlé. Les streams sont partagés aux followers en temps réel avec des push notifications. Donc ça, c'est pour les gens qui ont Meerkat, ils recevaient une notification Adrien a commencé un stream. Ensuite, les personnes pouvaient seulement regarder la vidéo en live. Il n'y avait pas de replay. Donc là, pareil, on crée la rareté. C'était le même concept que tout à l'heure. Donc en fait, quand on reçoit une notification Adrien publie un live stream, soit on y va maintenant, soit on le loupe, quoi. Donc en fait, grosse FOMO, donc il y a pas mal de gens qui ça fonctionne bien. Ceux qui regardent la vidéo peuvent retweeter la vidéo à tous leurs followers hyper facilement. On peut prévoir des streams en avance pour informer les gens et après, avec une notification, les gens sont informés au moment où tu streams. Et chaque personne peut regarder sur le web. Donc en fait, on n'a pas besoin d'avoir l'appli pour regarder le stream. Donc là, c'est vraiment, on sort l'expérience de l'application, on la rend accessible à n'importe qui et les gens qui vont vraiment adhérer avec ce que propose le produit vont télécharger l'application ensuite. Ça marche évidemment 1000 fois mieux que de recevoir un texto Adrien vous invite à Meerkat, quoi. Du coup, dans la même série, ce qu'ils ont fait, ils ont permis aux gens d'embed les vidéos produites sur Meerkat, donc pareil pour se diffuser sur le web. Et évidemment, ça c'est la petite touche qui fonctionne bien, c'est la gamification entre influenceurs. En fonction du nombre de vues de vidéos qu'on va créer, les influenceurs gagnaient des points et du coup, en fait, ça poussait les gens à faire de plus en plus de contenu. Zenly, ils ont été très bons aussi sur l'externalisation de l'expérience. Quand on partage sa localisation sur Zenly, voilà ce qui se passe. On dit voilà, partage temporaire, envoyez un lien à la personne avec qui vous voulez partager. On présente tous les réseaux susceptibles d'intéresser l'utilisateur. Voilà la tête du texto, hey, it's Adrian, my positions, avec un lien. Et ensuite, une fois que mon ami clique sur le lien, il arrive là-dessus. Et là, c'est très fort parce qu'en fait, là, on a vraiment l'impression d'être sur l'application Zenly. C'est le même design, on sent qu'il y a une touche un peu différente. Si moi, je bouge en live, ça bouge en live comme sur l'application. Donc, en gros, l'expérience est là. Et le petit détail subtil qui fait la diff, Adrien vous invite à rejoindre Zenly avec évidemment 5 étoiles en note de l'App Store. Moi, à aucun moment, j'ai invité la personne sur Zenly. En vrai, je lui ai juste partagé un lien pour ma géoloc. Mais moi, le nombre de potes qui ont téléchargé Zenly via ce lien-là, c'est incroyable. Donc en fait, ça a été aussi un
un gros levier de croissance virale pour le réseau social. Nous, c'est notre métier d'aider des applications à croître plus rapidement en implémentant des techniques de viralité dans leurs produits. Donc, si vous voulez qu'on en discute, qu'on travaille ensemble, vous pouvez nous contacter. On a également lancé un groupe Facebook aujourd'hui pour rassembler des entrepreneurs mobiles intéressés pour s'entraider. Nous, en fait, on s'est rendu compte qu'à chaque fois, on répondait un peu toujours la même chose et que c'est tout le temps les mêmes questions qui revenaient. Du coup, on a décidé de rassembler les gens qui construisent une application mobile à Paris dans ce groupe-là. Et on va également organiser des événements privés pour les membres du groupe chaque mois avec des intervenants qui ont construit des applications mobiles et qui ont eu du succès. Merci beaucoup de m'avoir écouté et maintenant, j'écoute vos questions. Ouais, merci beaucoup pour la présentation, c'était assez cool. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur justement les influenceurs? Ouais. Donc tu as parlé justement des influenceurs, nous on a un influenceur Twitter. Ouais. Justement, voilà, quels sont les différents trucs entre Instagram, Snapchat, Twitter? Enfin, s'il y a des différences et comment s'en servir en fait? Ouais. Les influenceurs, c'est surtout des questions de cible en fait. Ça veut dire que, en gros, Snapchat évidemment c'est la cible des teenagers. Instagram, Twitter, c'est beaucoup plus large. On peut toucher des cibles différentes. Après, l'avantage avec Twitter, c'est que c'est très facilement traquable. Snapchat, on a beaucoup plus de mal pour savoir l'efficacité de tel ou tel download. C'est un petit peu en baisse, Snapchat notamment, parce que les influenceurs ont pris pour leur grade ces derniers mois et maintenant ils sont mélangés aux médias, etc. Donc en fait, c'est plus difficile pour eux. Après, de manière générale, c'est quand même des outils de croissance importants qui sont moins chers la plupart du temps que faire des publicités officielles. Et surtout, ça vous donne aussi une identité, le fait d'être soutenu par un influenceur dans une communauté. C'est aussi le branding en fait. En fait, vous vous associez à l'image de quelqu'un, etc. Donc en fait, c'est cet avantage-là. Moi, je pense que c'est totalement à exploiter. En tout cas, si vous comptez investir dans des campagnes d'acquisition, il faut absolument tester ça. J'avais une question, du coup, tu n'as pas du tout parlé de l'acquisition sur Facebook? Non, parce que c'était pas le thème. Ouais, parce que c'était payant du coup, pour zéro. Mais on n'est pas forcément... Là, dans toutes les techniques que tu disais, il y avait forcément des choses qu'il fallait payer aussi. Alors, tu nous as un peu exposé. À part les influenceurs, qui sont en fait un boost au début quand on lance une campagne de viralité, tous ces exemples-là, en fait, c'est du produit. Hein. En fait, c'est vraiment ce qu'on appelle le growth hacking. L'idée, c'est qu'on utilise les compétences internes à sa boîte pour développer des techniques de croissance. Donc, en général, des développeurs, des designers. Plutôt que d'investir dans des campagnes d'acquisition. Mais moi, je ne suis pas contre les campagnes d'acquisition Facebook, Twitter, etc. Le problème de ces campagnes-là, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a vu avec beaucoup de gens avec qui on a travaillé, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui est dépensé et malheureusement, en général, les taux d'activation et de rétention sont assez faibles pour les startups qui dépensent sur Facebook, Instagram, Twitter au début. Et du coup, en fait, c'est beaucoup d'argent perdu. En gros, j'ai bossé pour des dizaines d'applications mobiles qui dépensaient plusieurs milliers d'euros tous les mois sur Facebook. Et en fait, il y avait une rétention à un mois de 5 ou 10%. Donc en fait, 95% de cet argent est perdu, quoi. Donc c'est pour ça que notre philosophie, c'est davantage d'utiliser les compétences internes, de développer des produits avec une vraie expérience qui va être partagée et qui va... intégrer dans sa conception des mécanismes de viralité. Encore faut-il avoir des développeurs après? Ah oui, il faut soit des développeurs, soit de l'argent, c'est sûr. Une question vite. En parlant de Facebook, est-ce que en fait, la viralité à l'intérieur de Facebook, ça fait partie du growth hacking ou pas? Genre partager, à la place d'utiliser un SMS, partager un lien à l'intérieur de Facebook? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Le growth hacking, ça veut un peu tout rien dire. En gros, la philosophie qu'on cherche à avoir, c'est un peu ce que j'ai expliqué au début, je ne sais pas si c'était super clair, avec pour expliquer comment on calcule un facteur de viralité. C'est-à-dire qu'il y a plein d'étapes différentes. En fait, combien de personnes vont voir l'écran d'invitation, combien d'invitations vont être envoyées, combien de personnes vont cliquer sur ces invitations-là, combien de personnes vont effectivement télécharger l'application. En fait, tout ça, c'est des petites étapes qu'on peut optimiser. C'est pour ça l'exemple avec TBH où il y a écrit reply now to block. En fait, c'est ce genre de petits détails-là qui fait que tout de suite, on donne une identité à son produit. On donne une personnalité à l'application et si jamais cette identité-là colle avec la cible,
le taux de conversion est beaucoup plus important. Donc par exemple sur Facebook, complètement, enfin, il y a complètement des mécanismes de viralité intégrés sur des flows d'invitation Facebook. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est justement de regarder chaque étape et comprendre comment est-ce qu'on peut personnaliser ces étapes-là, leur donner soit un lien, enfin en gros, à la fois faire parler votre marque dans les contenus que vous partagez dans le flow d'invitation et en même temps essayer de personnaliser en fonction du réceptionnaire, du récepteur de l'invitation. Très souvent, on associe les applications aux ados. Ouais. Est-ce que ça veut dire que si on n'en fait pas pour les ados, ben on n'a qu'à attendre qu'ils vieillissent pour leur Non, en fait, ce qui se passe avec les ados, c'est qu'ils téléchargent énormément d'applis, plus que les adultes. Et du coup, en fait, si je montre plein d'exemples d'applications d'ados, c'est parce qu'il y a beaucoup plus d'expériences qui sont effectuées auprès de cette population-là, parce qu'ils ont des nouveaux usages. En fait, c'est beaucoup plus facile de tester des choses avec eux qu'avec les adultes qui vont être un peu plus bloqués. Nous, notre philosophie avec Mozza, c'est qu'on regarde ce qui marche très bien avec les teenagers et on cherche à l'appliquer un peu différemment pour les applications adultes. Mais la plupart de ces techniques-là, elles fonctionnent aussi bien avec les adultes. C'est juste que c'est des wordings différents, c'est des couleurs différentes, mais ça fonctionne en fait. Ça fonctionne un peu moins vite qu'avec les ados, mais ça fonctionne aussi. Bonjour, merci pour la présentation. Est-ce que tu as un exemple de viralité qui a fonctionné avec une app e-commerce? Est-ce que c'est possible de créer de la viralité sur des apps, catalogues classiques? Par exemple, si jamais je regarde un objet et je veux avoir l'avis de quelqu'un d'autre sur cet objet-là, il y a peut-être un partage qui va avoir lieu à cet endroit-là. Et donc en gros, ça c'est une opportunité de viralité énorme. C'est un exemple comme ça, quoi. Ou alors il va y avoir des screenshots qui vont être faits, qui vont être envoyés sur WhatsApp. Qu'est-ce que tu penses de ça? Comment est-ce que vous gérez ça en fait? Comment est-ce que vous gérez le fait que des utilisateurs vont utiliser votre contenu pour le partager ailleurs? Parce que c'est déjà forcément le cas. Les gens le font. Ils demandent l'avis d'autres personnes sur une app d'e-commerce. Maintenant, est-ce que vous allez chercher à vous intégrer dans ce flow-là ou pas? Tu vois, c'est ça qui va faire la différence. Okay. Sur une population milléniale, mais qui va jusqu'à du 30 ans, tu dirais que c'est quoi, selon toi, ton classement sur la notion d'invitation? C'est-à-dire que qu'est-ce qui marche le mieux? Est-ce que c'est par SMS? Est-ce que c'est par email? Est-ce que c'est plutôt par Messenger? Est-ce que maintenant c'est plutôt par WhatsApp? Le SMS, c'est celui qui convertit le mieux. SMS, ça marche le mieux. Okay. Après, de manière générale, il faut quand même tester. Ouais. Mais SMS, pour des gens qui ont moins de 30 ans, c'est quand même le top. De loin. Pas l'email, ça c'est sûr. Ouais, ok. Est-ce que tu as un avis spécifique sur le login sur les apps en fait? La friction que ça peut créer, les avantages, désavantages Le fait de forcer le login? Voilà. Ouais. Après un onboarding, évidemment. Mais... Après un onboarding, ça dépend de l'application. Enfin, par exemple, une application d'e-commerce, le login, il va falloir le placer un peu plus tard dans le flow. Après, de manière générale, c'est quand même... Enfin, je sais pas, c'est quoi votre application? Parce que 80% des apps, il faut quand même un login, quoi. Genre, je joue de la musique avec notre app. Et dans ce cas-là, c'est quelque chose de relativement social. À moins qu'il veuille partager à l'extérieur. Par exemple, une application qui ne nécessite pas forcément un login, c'est une application qui va, comme Prisma, où en gros, on va modifier une image et ensuite la partager sur des réseaux sociaux. On ne veut pas bloquer l'expérience derrière un login, quoi. Après, de manière générale, vos applications, après le moment où elles grandissent, vous voulez les sophistiquer, apporter des nouvelles features, etc. Et avoir de la rétention, pouvoir personnaliser l'expérience, vous allez avoir besoin d'un login, quoi. L'envoi d'SMS, je suppose qu'on a accès au contact. Oui. Et pour accéder au contact, il y a une notification, l'application souhaite accéder à vos contacts? En fait, pas forcément, non, dans le sens où vous pouvez aussi, le module de partage natif ne nécessite pas l'accès au contact. En gros, vous voyez? Si jamais vous cliquez sur le bouton de partage natif, il y a plein d'applications, il y a le petit truc qui va s'ouvrir avec plein d'applications différentes. Si on clique sur SMS, en gros, la personne devra choisir dans ses contacts à quelle elle veut l'envoyer, mais ça ne demande pas que l'application ait accès au contact. Ça, c'est dans le cas d'un envoi unique d'SMS, pas un envoi groupé. Voilà, la plupart des exemples que je montrais là, c'était fallait que l'application ait accès au contact pour pouvoir... Ça envoie automatiquement le message sans qu'on lui montre le SMS en question. Ça dépend, ça dépend pas mal. Mais les 30 invitations là. De TBH? Ouais. Quand tu cliquais sur Add, ça envoyait direct le SMS? Non, ça envoyait pas direct le SMS.
l'utilisateur pouvait personnaliser le message. Et dernière question, qu'est-ce que tu penses du porte-à-porte? Vraiment, enfin, tu vois, aller avec des flyers, aller faire le tour des lycées, pour commencer à avoir juste un peu de traction. Ouais. Ça, c'est quelque chose que tu peux tester dans des endroits fermés. Si tu veux, par exemple, TBH, quand ils ont lancé leur application dans un collège, ils sont allés sur place, ils ont distribué plein de trucs, des bonbons, il y avait des flyers partout, etc. Ils étaient présents en fait, ils étaient visibles. Et ça a vachement aidé en fait pour les 40% de download la première journée. Mais les 40% ne viennent pas uniquement de gens qui ont vu le flyer TBH, ça vient aussi vachement du flow d'invitation. Mais ouais, carrément au début, ouais, absolument. Au début, faut pas hésiter à faire ça. Do things that don't scale. Non, mais ça. Et Yik Yak avait été très connu aussi pour ça. Je ne sais pas si vous voyez Yik Yak, c'était une application de chat anonyme avec un yak en logo, c'est un truc vert qui avait cartonné aux États-Unis et donc ils sont un peu retombés parce qu'il y avait des problèmes d'atteinte à la vie privée, etc. Ça trashait pas mal sur l'application, mais eux, pareil, ils visaient les collégiens, lycéens et les étudiants et du coup, ils allaient dans les campus faire des grandes soirées de lancement. Une fois qu'ils avaient un peu de funding, en fait, ils pouvaient vraiment faire des gros lancements sur les campus avec... il y avait un mec déguisé en yak géant qui marchait, et du coup c'était très américain, mais ça a vachement aidé, quoi. Si vous avez bien aimé cette presse, on en a une petite dizaine d'autres sur notre site, moza.io. Il y a vraiment plein de bonnes presses. En général, les gens aiment bien, donc allez-y, quoi. Si vous avez une application mobile, ça vous plaira. Merci beaucoup.